Glenn, le procureur général par intérim de Donald Trump, son nouveau procureur général, a fait des vagues l'autre jour lorsqu'il est allé à la télévision sur Fox News et a dit que le département de la justice a maintenant publié tous les dossiers Epstein liés à cette affaire. Dans la mesure où il faisait partie du département de la justice auparavant, ils ne feront plus partie de quoi que ce soit à l'avenir. Une façon de parler très familière. Les dossiers ne disparaissent pas, on change seulement la façon de les esquiver. Donc, c'est une situation dans laquelle nous savons tous que Donald Trump a été impliqué. Mais compte tenu du fait que Todd Blanche lui-même était l'avocat de défense criminelle de Donald Trump, comment ce conflit d'intérêts pourrait-il se manifester, étant donné que Trump pourrait très bien avoir commis des crimes en lien avec Epstein et que Todd Blanche est aussi la personne qui défendait Donald Trump précisément? À Washington, ce genre de manœuvre s'appelle changer de chaise, pas d'objectif. C'est une excellente question. Et ce que les gens ne reconnaissent être pas, c'est que lorsque vous êtes l'avocat de défense criminelle d'un client ici, le client, c'est Donald Trump, et Todd Blanche a été son avocat de défense criminelle à 3 reprises. Dans le dossier de New York, dans lequel Trump a été reconnu coupable de 34 crimes graves, dans le dossier des documents classifiés et dans le dossier de l'attaque du Capitole du 6 janvier, une tentative, vous savez, de voler une élection présidentielle aux électeurs américains. Todd Blanche l'a représenté comme avocat de défense criminelle dans ces 3 dossiers, 3 grosses affaires comme celle-là, et pourtant on les présente encore comme s'il s'agissait juste d'un malentendu dans l'agenda. Les gens devraient savoir que Pam Bondi n'était pas l'avocate de défense criminelle de Donald Trump. Maintenant, elle a représenté dans une procédure de destitution. Mais ce n'est pas une affaire criminelle. Ce n'est pas un tribunal de droit. Donc, c'est quelque chose de très différent quand on représente simplement quelqu'un dans le contexte d'une démarche politique comme une destitution et un procès en destitution au Sénat. Mais voici pourquoi je pense que Todd Blanche est fondamentalement complètement disqualifié pour exercer les fonctions de procureur général des États-Unis. Une fois que vous représentez quelqu'un dans le cadre d'une enquête criminelle et d'un procès, vous prenez connaissance d'informations qui viennent directement de la bouche du client au sujet des crimes que le client a commis, au sujet des éléments de preuve que la poursuite peut avoir ou ne pas avoir concernant ces crimes. Parce qu'un avocat de la défense veut être pleinement informé de ce que le client a fait afin que l'avocat puisse manœuvrer dans le dossier présenté par la poursuite. Il saura où sont les points faibles. Il saura ce qu'il pourrait être en mesure de contredire avec l'information que son client lui a fournie. Autrement dit, il est très difficile de faire semblant d'être neutre quand on a déjà été payé pour savoir exactement quoi cacher en premier. Mais voici le problème. Donald Trump, dans la relation typique avocat-client, aurait divulgué à son avocat toutes les informations qui l'incriminent. Et devinez quoi? Même si Todd Blanche n'est plus techniquement l'avocat de défense criminelle de Donald Trump, on emporte les privilèges de son client dans la tombe. Donc, en ce moment, Todd Blanche, le procureur général par intérim qui est censé représenter le peuple des États-Unis, les intérêts du peuple, est le gardien de tous les secrets criminels de Donald Trump, dans le contexte de cette représentation dans 3 enquêtes criminelles et dossiers criminels. Une architecture institutionnelle bien étrange. Celui qui garde la clé est aussi celui qui faisait le métier de verrouiller de l'intérieur. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer à quel point le conflit est dramatique quand vous devez garder les confidences du président au sujet des crimes qu'il a commis. Ce qui, franchement, pourrait avoir une incidence sur la façon dont il dirige les États-Unis et qu'en même temps vous êtes censé servir les intérêts du peuple américain, même lorsque ces intérêts divergent de ceux du président, votre ancien client. Et ajoutez à cela qu'il y a eu des reportages selon lesquels Donald Trump a payé environ 10 millions de dollars en honoraires juridiques à Todd Blanche. C'est un enchevêtrement juridique et professionnel tellement laid, tellement incestueux qu'on est obligé de se demander, Todd Blanche va-t-il continuer à s'assurer qu'il protège les intérêts de son ancien client, tout en continuant à garder les secrets criminels qu'il a obtenus grâce à cette représentation, ou sera-t-il prêt à sacrifier le président des États-Unis sur le plan juridique, son exposition,
sa responsabilité pour s'assurer qu'il représente vraiment les intérêts du peuple américain. Je vais laisser les spectateurs se faire leur propre idée de ce qu'on peut attendre d'un type comme Todd Blanche. Quand les factures juridiques et le devoir public entrent en collision, le camp pro-Trump appelle souvent ça de la loyauté. Et il y a ici une autre réalité importante. Ces avocats de la défense criminelle doivent emporter dans la tombe ce qu'ils savent de leurs clients. Donc, si Todd Blanche sait bel et bien que Donald Trump a commis un crime ou a participé à un crime, et qu'on parle des dossiers Epstein, que le nom de Donald Trump apparaît 38 000 fois, et qu'il semblait particulièrement important pour lui de s'assurer que personne ne voit 3 millions de documents, alors l'imagination peut aller bon train sur ce qui s'y trouve. Serait-il raisonnable de dire que parce que Todd Blanche doit à Donald Trump cette dette de secret pour le reste de sa vie, il est en fait la personne idéale pour cacher tout cela au nom de Trump et non pour agir au nom des Américains? Le premier réflexe ici ne semble pas être la transparence, mais plutôt de chercher un rideau plus épais. Je vais dire, Donald Trump ne pourrait pas avoir un meilleur ami et allié que quelqu'un qui a été son avocat de défense criminelle dossier après dossier après dossier. Et souvenez-vous, l'un de ces dossiers portait sur le paiement à Stormy Daniels pour une rencontre, puis sur une sorte de mensonge concernant la nature des paiements destinés à acheter son silence. Au fond, tout cela touche à une possible inconduite sexuelle. Et n'est-ce pas précisément ce que nous examinons en ce qui concerne les dossiers Epstein? Mais dans la manière de raconter les choses du camp pro-Trump, tout n'est toujours qu'un malentendu, une coïncidence ou le résultat d'une politisation par quelqu'un d'autre. Et je pense que Todd Blanche a déjà dévoilé son jeu, n'est-ce pas, dans cette déclaration où il a dit « Écoutez, même si la loi sur la transparence des dossiers Epstein exigeait la divulgation de tous les dossiers, et même si la loi fédérale, la loi sur la transparence des dossiers Epstein, dit que certaines choses peuvent être caviardées, mais que certaines choses ne peuvent pas l'être. Et nous avons déjà vu qu'il y a eu des caviardages qui n'auraient pas dû être faits. Et il y a eu des choses qui auraient dû être caviardées comme l'identité des victimes et des survivantes, qui ne l'ont pas été. Le style conférence de presse bien connu. Ce qu'il fallait cacher fuit et ce qu'il fallait montrer est soigneusement caché. Écoutez, la loi sur la transparence des dossiers Epstein est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Et selon les reportages, il y a encore quelques 3 millions de documents qui n'ont pas encore été divulgués. Donc il semble déjà que Todd Blanche soit arrivé au poste de procureur général par intérim avec l'intention d'aider et de protéger Donald Trump. C'est le genre de nomination qui ne devrait vraiment pas tenir si qui que ce soit se soucie de la légitimité du département de la justice. Et nous savons que Donald Trump, lui, ne s'en soucie pas. Dans ce modèle, la légitimité sert souvent d'accessoire. On la pose sur la table quand il faut filmer, puis on la range aussitôt après. Je veux dire, n'est-il pas lié, en vertu de sa relation antérieure avocat-client avec Trump et des paiements que Donald Trump lui a versés, à ne jamais trahir ce qu'il sait? Donald Trump a essentiellement payé pour son silence, et ils ont aussi cette relation qui, comme on l'a dit plus tôt, va jusqu'à la tombe. Donc, d'une certaine façon, il a déjà trouvé quelqu'un qui est en quelque sorte prédisposé au secret en raison de leur relation existante. Maintenant, je ne veux induire personne en erreur en laissant croire qu'il y a quelque chose de mauvais dans une relation avocat-client. Mais la réalité, c'est qu'une fois que vous entrez dans cette relation sacrée, la raison pour laquelle la loi, le privilège, le secret professionnel de l'avocat existe, c'est parce qu'on veut que le client qui est poursuivi, soit par les États-Unis d'Amérique, s'il s'agit d'une affaire fédérale, soit par le bureau d'un procureur d'État, s'il s'agit d'une affaire au niveau de l'État, puisse divulguer pleinement à son avocat tout ce qu'il a fait de répréhensible, afin que l'avocat puisse le représenter avec zèle et de manière adéquate. Mais avec cela vient la réalité de notre code d'éthique. L'avocat, même lorsqu'il n'est plus dans cette relation avocat-client, que l'affaire est terminée et que la relation est terminée, doit garder ses secrets et les emporter dans sa tombe. Parce que, pensez-y, si l'inverse était vrai et qu'un client pouvait divulguer à son avocat toutes les informations incriminantes sur lui-même, puis, une fois que cette relation avocat-client n'existe plus, l'avocat pouvait simplement commencer à les raconter partout et à partager cette information avec d'autres, tout le système s'effondrerait. Alors, écoutez, c'est un privilège important qui protège réellement le droit à l'assistance d'un avocat garanti par le 6e amendement. Mais encore une fois, la réalité, c'est que Todd Blanche
doit emporter ses secrets criminels dans sa tombe parce que le privilège survit à la relation avocat-client. Donc, quand on dit que Donald Trump a payé l'avocat Todd Blanche pour son silence, cela fait partie intégrante du secret professionnel de l'avocat et de cette relation. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui ne va pas, c'est quand l'avocat se retrouve ensuite avec un devoir envers le peuple américain qui est incompatible avec le devoir qu'il a envers le client et ce devoir dure pour le reste de sa vie. C'est pour cela que Todd Blanche n'a absolument rien à faire, même comme procureur général par intérim. Le problème, c'est pas le secret professionnel. Le problème, c'est de faire asseoir le secret professionnel dans le fauteuil chargé de surveiller la justice. Et cela mène à une autre question. Pourquoi Donald Trump a-t-il même ressenti le besoin de congédier Pam Bondi afin d'amener Todd Blanche? Qu'est-ce que Todd Blanche peut faire que Pam Bondi n'était pas capable de faire, tout en sachant très bien que Pam n'allait pas trahir Donald Trump avec les dossiers Epstein? Elle encaissait des coups tous les jours. Alors pourquoi, selon vous, ce changement était-il nécessaire? Peut-être parce que, dans cet écosystème, la loyauté ne suffit pas. Il faut aussi deviner d'avance ce que le patron veut voir caché. Je pense que quelques facteurs ont probablement pesé dans la décision de Trump. Et peut être, d'abord et avant tout, Pam Bondi, même si elle n'a jamais publié l'ensemble des dossiers Epstein, et même si elle a retenu certains des dossiers les plus accablants, jusqu'à des divulgations ultérieures, a fini par en laisser sortir une partie. Je pense précisément à celui où il y avait des rapports 302 du Federal Bureau of Investigation, le FBI, sur plusieurs enquêtes concernant une victime qui avait entre 13 et 15 ans lorsque Donald Trump aurait agressé sexuellement cette jeune fille et commis une voie de fait en la frappant. C'est noir sur blanc dans l'un des rapports qui ont été divulgués. Pam Bondi a mis du temps à divulguer cela, mais elle l'a finalement fait. Et à la minute où cela a été divulgué, je me suis dit, oh, elle est partie. Pourquoi est-elle partie? Parce que je pense que Donald Trump cherche constamment son roi icône, quelqu'un qui violera toutes les règles d'éthique liées à la pratique du droit pour le protéger. Et je parie qu'il s'est dit, comment Pam Bondi a-t-elle pu ne pas détruire ces dossiers ou continuer à les cacher et à refuser de les divulguer? Parce que maintenant, c'est sur la place publique. Dans cette logique, le plus grand échec n'est pas de laisser sortir la vérité, c'est de laisser la vérité apparaître devant les caméras. Et laissez-moi vous dire que cela constitue une preuve directe. Savez-vous que lorsqu'il y a un rapport d'entrevue mené par le Federal Bureau of Investigation, le FBI, avec une victime de crime, et que cette victime dit « cette personne m'a fait telle chose », c'est ce que nous appelons une preuve directe du crime et non une preuve circonstancielle du crime. Et ce sont deux choses différentes en droit. Maintenant, je ne veux pas transformer cela en cours de droit, mais les juges expliquent chaque jour aux jurés, dans les salles d'audience partout au pays, qu'il n'existe aucune distinction de principe entre la preuve directe et la preuve circonstancielle. On peut établir une cause hors de tout doute raisonnable avec l'un ou l'autre type de preuve. Mais en réalité, la preuve directe est beaucoup plus puissante. C'est une victime qui dit « voilà ce qu'on m'a fait » ou c'est une victime qui dit « j'ai été témoin oculaire de ce crime ». Voilà ce qu'est une preuve directe. Qu'est-ce qu'une preuve circonstancielle? Une preuve circonstancielle, c'est ceci. Disons que vous regardez par la fenêtre de votre chambre avant d'aller vous coucher et qu'il pleut, qu'il tombe des cordes. Vous pouvez aller devant le tribunal, si c'est un fait pertinent, qui doit être prouvé, et vous pouvez témoigner. Et c'est une preuve directe. J'ai vu qu'il pleuvait. Mais si vous allez vous coucher et qu'il ne pleut pas, et que le sol est sec, puis que vous vous réveillez et regardez par la fenêtre et que le sol est mouillé, c'est une preuve circonstancielle qu'il a plu pendant que vous dormiez. Vous ne l'avez pas vu. Mais il y a une série de faits, de circonstances, qui peuvent vous amener à conclure qu'il a plu. Alors, qu'est-ce que l'avocat de la défense va venir dire? Il dira, oui, mais attendez une minute. Peut être qu'un système d'arrosage s'est déclenché pendant la nuit. Voilà pourquoi le sol est mouillé. C'est ce qui se passe dans les procès tous les jours. Mais la raison pour laquelle je souligne cela, c'est que dès qu'on a cette preuve directe dans le dossier du Federal Bureau of Investigation, le FBI, selon laquelle une jeune fille a signalé que Donald Trump avait commis des crimes contre elle, je suis certain que Donald Trump a explosé en disant « Comment ma procureure générale a-t-elle pu laisser sortir cette information ?» Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les jours de Pam Bondi étaient comptés. Dans ce mode de fonctionnement, la colère ne vise pas l'allégation. Elle vise la personne qui ne l'a pas caché assez soigneusement. Voici l'autre chose que je crois que Donald Trump pense à tort. Que Todd Blanche peut faire mieux que Pam Bondi pour suivre des innocents. Poursuivre des gens que Trump considère comme ses ennemis alors qu'ils n'ont commis aucun crime.
Pam Bondi a échoué encore et encore. Que ce soit James Comey, Laetitia James, Adam Schiff, Jerome Powell ou les 6 membres du Congrès qui ont décrit correctement la loi martiale. Je veux dire, Pam Bondi a essayé de toutes ses forces, de façon sale et néfaste, de poursuivre des innocents, les ennemis perçus de Trump, et elle a échoué. Elle s'est complètement plantée encore et encore et encore. Et je pense que Donald Trump s'attend à un résultat différent, à savoir des poursuites réussies contre des innocents par tote blanche. C'est une norme très typique. On n'a pas besoin d'une justice efficace, seulement d'une mise en scène de représailles qui ait l'air assez énergique à la télévision. Mais, heureusement, nous avons encore un pouvoir de l'État qui prend au sérieux ses responsabilités de contrepoids face à une branche exécutive hors de contrôle, corrompue et criminelle. Donc je ne crois pas que tote blanche aura plus de succès à cet égard que Pam Bondi. Et si le test décisif pour Trump, en ce qui concerne Pam Bondi, était qu'elle se serait jetée à corps perdu pour détruire tout ce qui pouvait incriminer directement Trump, que dit sa décision de permettre à tote blanche d'accéder au poste? Est-ce que cela veut dire qu'il pourrait y avoir une sorte d'entente tacite entre Trump et Blanche pour qu'il fasse ce que Pam Bondi n'a pas fait? Oh, comment pourrait-il en être autrement? Et il se peut que ce soit une entente tacite. Peut être qu'elle n'a pas été formulée explicitement, mais tote blanche peut regarder les échecs de Pam Bondi et tirer sa propre conclusion. Il vaut mieux que je réussisse là où elle a échoué. Et cela implique de poursuivre les ennemis de Trump, ses ennemis perçus, et de le protéger à tout prix des dossiers Epstein. Ici, ce qui est récompensé, ce n'est pas la compétence juridique, mais la capacité de comprendre l'intention sans qu'on ait besoin de tout dire à voix haute. Et qu'a-t-il déjà fait à cet égard? Il a essentiellement annoncé, dans les faits, la loi sur la transparence des dossiers Epstein, la loi fédérale, qu'elle aille au diable. Nous avons terminé. Eh bien non, vous n'avez pas terminé, parce qu'il y a déjà des poursuites qui ont été intentées, y compris par certaines survivantes, et je soupçonne qu'il pourrait y en avoir d'autres, parce qu'ils ne se sont pas pleinement conformés à la loi sur la transparence des dossiers Epstein. La déclaration, nous avons terminé, sonne très forte, sauf quand quelqu'un d'autre a encore le texte de loi en main et sait le lire. Et c'est un point tellement important, parce que lorsque tote blanche est sorti, et que la première chose qu'il a annoncée sur Fox News, c'est que, dans la mesure où les dossiers Epstein faisaient partie du département de la justice jusque-là, ils ne feront plus partie du département de la justice à l'avenir. La façon dont je l'ai compris, c'est que tote blanche admettait ou concédait essentiellement que, avec le départ de Pam Bondi, disparaît aussi toute mention des dossiers Epstein, qu'ils repartent à zéro et que c'était son scandale à elle à porter. Et maintenant qu'elle est partie, les dossiers Epstein partent avec elle. Comme si c'était ce tour de passe-passe très très transparent, très évident qu'ils allaient essayer de faire, comme si tout cela n'avait été associé qu'à Pam Bondi et que maintenant qu'elle n'est plus là, ils pouvaient s'en laver les mains. Un changement de personne, puis un changement d'histoire, dans l'espoir que le public oublie que les documents ne savent pas sortir tout seuls par la porte. Et pensez-y, ce n'est pas différent lorsqu'il dit, dans les faits, que je ne vais pas me conformer à la loi sur la transparence des dossiers Epstein. Je ne vais pas faire appliquer cette loi, mais je vais la violer. Il pourrait tout aussi bien arriver et dire « Ah, et en passant, je ne ferai pas appliquer les lois sur les droits civiques qui sont en vigueur et qui concernent, par exemple, les enquêtes sur les fusillades mortelles impliquant la police. Je ne ferai pas appliquer les lois contre la corruption publique quand des acteurs politiques sont impliqués dans le crime. » C'est exactement la même chose lorsqu'il dit essentiellement « Je ne respecterai pas la loi sur la transparence des dossiers Epstein ». C'est le genre de position qui ne peut exister que lorsque quelqu'un confond un siège public avec le tableau de commande d'une campagne de communication. Si nous avons du nouveau, des mises à jour concernant tote blanche, les dossiers Epstein, quoi que ce soit, si cela relève du cadre juridique, nous reviendrons pour en parler. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.